Salut Mathieu, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Mathieu, tu es le rédacteur en chef de Street Press, un journal mobilisé contre l'extrême droite, comme vous l'écrivez sur votre site. L'extrême droite est dangereuse parce qu'elle est violente, parce qu'elle tue. C'est ce que vous racontez souvent dans les colonnes de Street Press et depuis longtemps. Alors, samedi dernier, dans le 6e arrondissement de Paris, un rugbyman argentin à la retraite, Federico Martin Aramburu, a été tué de plusieurs balles dans le dos après avoir voulu s'interposer dans une altercation raciste. L'homme soupçonné du meurtre a été arrêté alors qu'il avait été se cacher en Hongrie. Il s'appelle Loïc Lepriol. Vous en avez fait le portrait dans Street Press. Alors, qui est-il et surtout, de quoi est-il le nom selon toi? Loïc Lepriol, c'est un mec qui est militant d'extrême droite depuis un certain nombre d'années. Il n'a pas 30 ans et pourtant il grenouille dans ce milieu-là depuis presque 10 ans. Et en plus, si on veut aller plus loin, depuis sa naissance, parce qu'il vient d'une famille de militants d'extrême droite. Son père a été militant dans un groupuscule fasciste et lui-même est militant dans un groupuscule fasciste. Loïc Lepriol, très jeune, il s'engage dans l'armée. Il se retrouve dans une unité d'élite où il est formé à être un tueur. C'est un élément qui est quand même important. Il est envoyé en opération extérieure en Afrique notamment. Il va avoir une première affaire à cette époque-là qu'on découvre aujourd'hui où il est accusé d'avoir frappé et étranglé une prostituée. L'armée française va payer pour le tirer d'affaire et il n'aura pas de condamnation. Il ne va pas être renvoyé de l'armée pour ça. Il va être renvoyé de l'armée un peu plus tard parce qu'il est mis en cause dans une affaire sordide, extrêmement violente, qui est une scène de torture entre militants d'extrême droite. Loïc Lepriol, Romain Bouvier, qui est son complice présumé dans l'assassinat de ce rugbyman à la retraite, et d'autres hommes vont se rendre au domicile d'un de leurs potes, du membre du même groupuscule violent, le GUD, Groupe Union Défense. Ils vont se rendre à son domicile, on ne sait pas pourquoi, ils l'accusent d'avoir parlé et ils vont littéralement le torturer. Les vidéos qui existent, qui ont été révélées par Mediapart, qui n'en a diffusé que des extraits, sont extrêmement violentes. C'est insoutenable. On voit, j'ai vu la bande vidéo en entier, même les passages qui n'ont pas été diffusés. On voit Loïc Lepriol, Logan Jean, un autre militant d'extrême droite, principalement à l'image, torturé, c'est-à-dire qu'ils mettent un couteau sur la gorge de leur ami, en théorie, ils le frappent violemment, ils l'obligent à se déshabiller, et alors qu'il baigne littéralement dans son sang, ils lui demandent de danser la Macarena. Enfin, c'est des scènes humiliantes, violentes, et on voit à quel point ils terrorisent cet homme. Ils vont être mis en cause, retrouvés par la justice dans cette affaire, mais ils ne seront pas placés en détention. Ils étaient en contrôle judiciaire. Cette affaire, elle date de 2015, elle n'a toujours pas été jugée. Et voilà, 7 ans après, on retrouve deux protagonistes de cette affaire dont on connaissait l'extrême violence, participer à ce qui ressemble à une sorte d'exécution de ce rugbyman qui est là au mauvais moment, effectivement, après une altercation qui semble raciste. Il faut aussi savoir que Loïc Lepriol, Romain Bouvier, c'est des gens qui baignent dans un milieu d'extrême droite qui sont en fait à la périphérie du Rassemblement national. Il existe de nombreuses photos où on voit surtout Loïc Lepriol faire des photos avec des gens qu'il fréquente. Alors, ici, un candidat Rassemblement national, un cadre local du RN, là, un ancien porte-parole du FNJ. Voilà, des gens qui, en fait, c'est la même jeunesse, c'est le même milieu, ils se fréquentent, ils sont amis. Dans leur jeunesse, ils ont milité ensemble et après, ils ont des itinéraires de façade différentes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui se rangent, qui officiellement se lancent dans la politique parlementaire au Rassemblement national, parce que ça ne devient pas des gauchistes quand même, et ceux qui resteraient comme le Priol dans la violence. Mais en réalité, ces milieux-là, c'est le même milieu, c'est la même ligne politique, même s'il y a des nuances, c'est un même tout.
On va revenir sur les liens entre effectivement ces gens extrêmement violents et le Rassemblement national. Mais d'abord, un petit mot, tu as rappelé en fait genre, le passif de Loïc Le Priol. On a l'impression à chaque fois qu'il y a des violences comme ça d'extrême droite, qu'il s'agit d'une nébuleuse de gens. On sait les moyens qui sont déployés par la police pour surveiller certaines personnes, notamment soupçonnées de fomenter des attentats islamistes. Est-ce que l'on sait si l'extrême droite violente, comme elle peut être incarnée par Loïc Le Priol, est surveillée de la même manière? Alors, elle n'est pas surveillée de la même manière, c'est sûr que non. Après, disons que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que les attentats terroristes islamistes ont fait des centaines de morts en France et il est logique qu'il y ait des moyens un peu supérieurs qui soient déployés. Il n'empêche que pendant des années, l'extrême droite la plus radicale a été totalement sous-estimée par les services de renseignement. Je me souviens que les renseignements territoriaux à Paris, pour avoir discuté avec eux il y a quelques années, ils me disaient, bon, on est deux à vraiment être là-dessus à temps plein. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, Ça a un petit peu changé depuis 2 ans environ. Laurent Nunez, qui est le secrétaire d'État en charge des questions de renseignement, c'est lui le vrai patron. Ce n'est pas Darmanin qui gère au quotidien ces questions-là. Sur le renseignement, c'est Nunez, qui est lui-même issu du renseignement. Et Nunez a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant, et quand on lit dans le détail les commissions parlementaires, quand on regarde pas forcément les grandes interviews dans la presse, mais les trucs un peu plus techniques, on voit que Nunez, depuis 2 ans, il dit, là, les services ils commencent à nous dire que c'est chaud. Et il commence à avoir peur. On parle d'un secrétaire d'État, d'un gouvernement de droite. Hein. C'est pas pareil, hein, on n'est pas dans le fantasme gauchiste. Et Nunez, il dit, là on a démantelé plusieurs projets d'attentats réels. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont en retard, que sur tout un tas de sujets, et notamment sur la surveillance, sur les réseaux, sur le numérique, ils sont en retard. Ils essayent de rattraper ce retard. Mais il y a encore du chemin. Et c'est pour ça aussi que depuis quelques mois, on voit des interpellations. On dit, ah, une cellule qui avait un projet terroriste a été démantelée, etc. C'est aussi parce qu'ils ont mis des moyens, mais récemment, mais malheureusement, il reste du retard à rattraper. Alors, tu as dit tout à l'heure, tu as utilisé le mot de milieu, en fait, pour qualifier d'où venait Loïc Le Priol. Quand on lit les articles de Street Press hein, sur Loïc Le Priol, mais pas uniquement, on voit qu'il y a des constantes, des passages obligés, en fait, comme par exemple le GUD, hein, le syndicat d'extrême droite dont tu as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se joue, en fait, véritablement dans ce genre d'espace? Est-ce que ce sont des gens violents et racistes qui se réunissent dans ce type de syndicat, d'association ou de groupuscule, ou est-ce que c'est au GUD que se construisent aussi la violence et le racisme? Toi, tu as sous-entendu que Loïc Le Priol, parce qu'il avait déjà des parents qui étaient dans ce milieu, comme tu dis, il était déjà, enfin, potentiellement, en fait, il était déjà porté sur cette violence d'extrême droite. Mais est-ce qu'au GUD, il peut aussi y avoir des gens qui arrivent de un peu n'importe où, tu vois, et qui, genre, par la proximité en fait avec des gens qui sont violents, en fait, ils développent cette violence. Disons que le GUD c'est particulier. C'est un groupuscule où, quand on arrive au GUD, on ne tombe pas au GUD par hasard quand même. Il faut avoir rencontré avant des gens. C'est pas très grand comme groupe. C'est quelques dizaines de membres au maximum qu'on peut qualifier être au GUD, même si officiellement le groupuscule s'est autodissous il y a quelques années. Euh, c'est un groupuscule, évidemment, où quand on regroupe dans un même espace, dans un même clan, des gens qui sont radicaux, qui rejoignent ce groupe, qui a une histoire de violence. Le GUD, à l'extrême droite, souvent les groupuscules, ils durent quelques années, puis ils disparaissent, sont remplacés par un autre qui est un peu plus ou moins son héritier. Le GUD, ça fait plusieurs décennies maintenant qu'il existe et il y a une légende autour du GUD. Ils se surnomment les rats noirs. Les premiers fondateurs, aujourd'hui, c'est des cadres qui ont 50 ans passés, qui travaillent pour Marine Le Pen, notamment, pour un certain nombre d'entre eux. Mais il y a une légende autour du GUD. Donc, quand on va au GUD, on sait qu'on y va
pour la castagne et pour rejoindre un imaginaire néofasciste. Après, il y a d'autres groupuscules qui vont attirer des militants qui sont moins radicaux dès le départ et qui vont contribuer à les radicaliser. On voit des itinéraires sur certains militants qui vont, par exemple, commencer par rejoindre l'Action française, qui est plus dans une logique intellectuelle, de former à une école de pensée, une école de pensée néo-réactionnaire, mais une école de pensée, et qui, après, vont quitter l'AF et rejoindre des groupes plus violents pour certains d'entre eux, ou d'autres, pareil, retourner vers une politique plus classique, des fois même à droite, pas que à l'extrême droite, mais en gardant ce logiciel de pensée. Darmanin, on ne sait pas s'il a été adhérent de l'Action française, mais on sait qu'il a été dans ce milieu-là. Il a écrit dans des publications qui dépendent de l'Action française. Il a été aussi le collaborateur parlementaire d'un député qui, lui, on sait, est passé par l'Action française. Donc, voilà, c'est une école de pensée. Et cette école de pensée, elle va créer des gens qui vont aller vers la politique parlementaire et des gens qui vont aller vers des milieux plus violents. Et quand on prend les zouaves, les mecs qui sont au meeting de Zemmour à Villepinte ont tabassé les militants des SOS Racisme, et ben dans ce groupuscule-là, on a des gens qui sont passés par le GUD, qui ont été formés, alors ils sont jeunes, mais qui sont les héritiers du GUD, parce que les zouaves, c'est les héritiers du GUD à Paris, d'un côté. Et on a aussi des gens qui sont passés par l'Action française, qui, eux, ont eu ce sas un peu de radicalisation vers la violence. Et après, c'est des milieux extrêmement poreux. Après, il y a un certain nombre de chapelles qui se connaissent. Il y a les identitaires qui ont été interdits il y a quelques années. Il y a aussi les mouvements skin, mais toutes ces chapelles se connaissent. Et aussi après, selon les chapelles, des fois des différences un peu de sociologie. Mais alors, justement, là, tu parles de différentes chapelles. C'est vrai que tu utilises le mot groupuscule souvent pour les qualifier. Qui dit groupuscule dit, genre, en gros, micro-association, micro-syndicat. Hein. C'est pas grand monde. Mais est-ce qu'à un moment donné, toutes ces petites entités, il y a une cohérence générale en fait d'un projet qui se dégage. Est-ce que c'est par exemple, est-ce qu'il y a des gens en fait qui essayent de penser en fait cette cohérence globale? Je pense notamment au niveau politique, tu vois, autour des cadres du Rassemblement national ou même d'Éric Zemmour. Alors oui, il y a des gens, il y a une cohérence, disons qu'il y a des lignes de force et des lignes de force qui ont pu évoluer dans le temps. Aujourd'hui, la ligne de force principale, c'est l'islamophobie. En France, c'est ce fantasme autour du grand remplacement qui est devenu la théorie, la matrice principale de l'extrême droite en France. Dans quasiment toutes les chapelles, il y a quelques décennies, l'antisémitisme était une matrice plus prégnante. Voilà, et il y a eu une bascule de l'un vers l'autre. Il y a des intellectuels qui théorisent ça. Renaud Camus, Dominique Vénère, Alain de Benoist. Il y a des intellectuels qui sont des intellectuels extrêmement influents et qui vont influencer à la fois ces groupuscules, à la fois Éric Zemmour, Marine Le Pen. Tous ces gens-là ont lu ces intellectuels-là. C'est absolument certain. Marion Maréchal Le Pen a lu Alain de Benoist, elle l'a dit, elle utilise des concepts. Éric Zemmour dans ses cadres et dans ses cadres intellectuels, des gens qui sont chargés de rédiger le programme, des gens qui viennent de la nouvelle droite, c'est l'école de pensée d'Alain de Benoist, Dominique Vénère. Voilà, il y a ça. Donc, intellectuellement, il y a des gens qui essayent de créer une théorie, et puis il y a des gens qui essayent de capitaliser politiquement là-dessus. C'est le cas clairement d'Éric Zemmour, qui a joué énormément pendant cette campagne à aller chercher ces gens-là en disant tout haut, très fort à la télévision, ce que tous ces gens-là recherchent, ce fameux fantasme du grand remplacement, cette théorie de la remigration, enfin toutes ces choses-là qui sont exactement leur projet politique. Et puis, Marine Le Pen, elle vient de ce moule-là. Le Front National était dans ce moule-là, puis après le Rassemblement National. Après Marine Le Pen, elle a compris que politiquement, pour gagner, parce que Marine Le Pen, elle veut vraiment gagner, là où Éric Zemmour, il construit autre chose, mais il ne cherche pas à gagner à court terme. Plus dans l'idéologie, ouais. Il est dans l'idéologie, il veut casser les digues, il veut éclater la droite pour pouvoir, sur les cendres des Républicains, créer une grande force, un peu comme ce qui s'est passé en Italie, qui serait à la frontière entre les Républicains et l'extrême droite.
Et pour casser ça, ils visent autre chose à plus long terme. Marine Le Pen, elle espérait, je ne sais pas si elle espère toujours, mais elle espérait gagner cette fois-ci. Donc, elle sait qu'il faut aller élargir cette base. Donc, il y a ça, mais elle va aller appuyer sur d'autres leviers. Ce n'est pas que ça, Marine Le Pen. Pourquoi, d'après toi, le meurtre de Federico Martin Aramburu ne fait pas la une des journaux? C'est quand même assez hallucinant quand tu regardes les journaux mainstream, hein, que ce soit Le Monde, Le Figaro ou les chaînes de télévision, notamment en continu, ou les JT. Il y a eu absolument, sauf si tu me diras si je me trompe, mais absolument rien sur le sujet. Disons que c'est jamais monté en une. C'est-à-dire que les articles existent. Libé a fait des bons papiers sur le sujet, Le Monde a fait des bons papiers sur le sujet. Les articles existent. Après, c'est la place qui leur est accordée est très secondaire dans les journaux, parce que je pense qu'il y a une dépolitisation du sujet. J'ai eu des échos en interne dans certaines rédactions. On dit non, mais c'est un fait divers. Alors oui, c'est un fait divers. D'abord, un journal comme Le Parisien, ça ne l'empêche pas de faire monter en une un fait divers assez régulièrement. Pourquoi celui-là, alors qu'en plus, c'est un rugbyman célèbre, une star quand même, qui a été assassiné. C'est assez étonnant que ce fait divers-là monte pas en une. Mais globalement, il y a une dépolitisation du sujet. C'est qu'un fait divers. C'est une rixe de soirée qui a mal tourné et il y a une négation. Il y a des éléments racistes dans cette rixe-là, même si pour l'instant, on n'en sait que des bribes. Alors, moi, je ne m'avance pas beaucoup là-dessus parce que factuellement, on n'a que peu d'infos sur les éléments racistes. Il semblerait qu'il y en ait. Mais c'est surtout, il y a un itinéraire politique des deux principaux mis en cause qui, lui, les inscrit très clairement à l'extrême droite et qui est un processus de radicalisation politique vers la violence extrême, qui, quand s'applique à d'autres univers politique, on le prend en compte légitimement, mais là, non, c'est un fait divers. Ce n'est qu'un fait divers et c'est réduit à ça. Et c'est une erreur de lecture aussi qui dit quelque chose peut-être de la méconnaissance, de la dépolitisation d'un certain nombre de journalistes sur ces sujets-là. Ouais, parce qu'on imagine que si le Loïc Le Priol avait été de près ou de loin musulman, ça aurait fait les choux gras des médias et que, genre, enfin, je suis prêt à parier que ça aurait été qualifié immédiatement d'attentat. Toi, tout à l'heure, tu as dit, t'as dit que souvent les rédactions considéraient ça comme un fait divers. Attentat, qu'est-ce que ça veut dire attentat? Est-ce qu'on peut qualifier ce qui s'est passé d'attentat ou est-ce que c'est totalement hors de propos? Moi, je ne considère pas que c'est un attentat. Ce n'est pas un attentat parce qu'il n'y a pas une volonté politique préméditée. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas je vais abattre un mec pour ma cause. Ce n'est pas l'objet de l'acte. Il y a une dimension politique parce que c'est des militants d'extrême droite et que le bain politique et l'idéologie dans lequel ils baignent a contribué à les amener là où ils sont ce soir-là, armés, violents, haineux. Voilà. Mais c'est un crime peut-être raciste, c'est un crime par des racistes, c'est évident. Mais par contre, pour moi, ce n'est pas un attentat. Malheureusement, il y a des risques d'attentats d'extrême droite en France, réels. Tous les gens qui travaillent sérieusement sur le sujet sont d'accord pour dire ça, que ce soit Laurent Nunez, le secrétaire d'État en charge du renseignement, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi des chercheurs, les plus grands spécialistes de l'extrême droite en France, Nicolas Lebourg, par exemple, qui est un des 2 ou 3 plus grands spécialistes français de ces questions-là. Clairement, il le dit publiquement, il n'y a aucun souci avec ça. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un risque réel d'attentat terroriste d'extrême droite en France. J'ai une dernière question, Mathieu. Le collectif Stop Bolloré a essayé de faire un lien en fait entre ce que pouvait dire Éric Zemmour, enfin ce qu'avait pu dire pardon Éric Zemmour sur la chaîne CNews et d'autre part des violences ou des attentats entre guillemets qui pouvaient avoir lieu sur le territoire français. Ils ont essayé de faire ce lien en fait entre ce que disait un éditorialiste ou un politique et
des actes de violence derrière. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait essayer de tenir pour responsable justement des idéologues comme Éric Zemmour ou même les chaînes de Bolloré ou même Marine Le Pen? Est-ce que toi, tu imagines qu'eux, ils ont une responsabilité dans ce qui se passe ou est-ce que c'est un lien que tu te refuses à faire? Ah, pour moi, ils ont clairement une responsabilité. Alors, ils n'ont pas une responsabilité directe dans cet assassinat-là, précisément. Par contre, nous, à Street Press, on fait une newsletter hebdomadaire qui s'appelle FAF, c'est la minute publicitaire. On documente tout ça. Toutes les semaines, on raconte des agressions partout en France par des militants d'extrême droite, des agressions qui ont une dimension politique indéniable, absolument indiscutable. Il y en a chaque semaine en France. À Lyon, il y a des gens qui ont pris des coups de couteau. Il y a eu des passages à tabac à Valence, en Bretagne, à Paris, à Nice. Enfin, c'est des très, très, très nombreux actes violents et politiques. Ces gens-là ont une violence qui est politique et qui est revendiquée comme telle. On est sur des gens qui ont des canaux de revendication de leur violence. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus politique que de commettre de la violence et a posteriori sur un canal qu'ils savent public, où ils savent très bien que les journalistes sont, ils le savent à tel point qu'ils floutent leurs photos, etc., où ils vont revendiquer un certain nombre d'actions. Donc, à partir du moment où c'est politique, les gens qui véhiculent ce discours, qui soufflent sur les braises, mais même au-delà de ça, qui arment idéologiquement ces gens-là, contribuent très clairement à cette montée de violence. Et si depuis un an, on a une montée de la violence politique dans les rues qui est quantifiable, où nous, on essaye d'observer, de compter, et on le voit, on le démontre, eh ben, c'est parce que les discours racistes d'Éric Zemmour sont en boucle à la télévision. Moi, je fais le lien direct là-dessus. Merci beaucoup Mathieu et j'enjoins tous les gens qui vont regarder cette vidéo à aller lire sur le site de Street Press, notamment les deux portraits que vous faites de à la fois Romain Bouvier et de Loïc Le Priol. C'est des portraits qui sont vraiment, voilà, qui retracent tout leur itinéraire et c'est vraiment très éloquent. Merci beaucoup Mathieu. Merci pour cet entretien.